Le stress, avec ou sans médicaments, quelles alternatives? Des alternatives face aux médicaments seraient-elles plus efficaces? Lutter contre le stress autrement que par les médicaments. Des médicaments contre le stress. De nombreux médicaments sont prescrits comme anxiolytiques afin de lutter contre le stress chronique. Un anxiolytique est une substance psychotrope, donc qui agit sur le psychisme. Et ceci essentiellement sur l'anxiété et ses composantes somatiques. Le Valium est un exemple. Son principe actif est le diazépam, une molécule de la famille des benzodiazépines. Un psychotrope agit sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux. Ce sont des neuroleptiques, des stimulants, des antidépresseurs, des hallucinogènes, etc. En altérant les fonctions du cerveau, un psychotrope induit des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience, ces états sont dits états modifiés de la conscience, ou bien d'autres fonctions psychologiques et comportementales. Dans ces médicaments contre le stress, on peut se poser la question suivante: quel est l'effet d'une benzodiazépine sur la concentration plasmatique d'adrénaline? On a évalué l'effet d'une benzodiazépine à diverses doses, donc de 9 et de 27 mg par kilo. Pour cela, on a mesuré la concentration plasmatique d'adrénaline chez le rat au repos, donc dans une cage domestique entre guillemets, et pendant une exposition prolongée à une nouvelle cage, on va dire stress lié à la nouveauté. Quels sont les résultats? Nous mesurons la concentration d'adrénaline en fonction du fait que la cage est habituelle ou que la cage est nouvelle. On a un témoin en jaune, une concentration CDP de 9 mg par kilo en violet et une concentration CDP, donc de benzodiazépine, de 27 mg par kilo en vert. Comment est-ce que l'on peut interpréter ces résultats? Alors, ces résultats sont que pour le témoin, la concentration d'adrénaline est relativement élevée lorsque l'on bascule dans une nouvelle cage. Pour les rats qui ont reçu une concentration de benzodiazépine en violet, donc de 9 mg par kilo, on a une sécrétion d'adrénaline inférieure à celle du témoin. Et lorsque la concentration de benzodiazépine est de 27 mg par kilo, on n'a pratiquement pas d'adrénaline sécrétée lorsque le rat passe d'une cage habituelle à une cage nouvelle. Le sujet témoin, sans benzodiazépine, donc sans CDP, n'est pas stressé dans sa cage habituelle. Nous le savons parce qu'il n'y a pas de concentration d'adrénaline excessive. Par contre, il le devient dans une nouvelle cage. L'agent stresseur, nouvelle cage, induit une phase d'alarme avec sécrétion importante d'adrénaline. C'est une situation de stress habituelle face à un agent stresseur. Le sujet, ayant reçu une dose de CDP de 9 mg par kilo, n'est pas stressé dans sa cage habituelle. Il le devient un peu dans une nouvelle cage, mais moins que le témoin. L'agent stresseur induit une phase d'alarme modérée avec sécrétion moins importante d'adrénaline.
C'est une situation de stress amoindri sous l'effet du médicament face à un agent stresseur. Le sujet avec une concentration de diazépine de 27 mg par kg n'est pas stressé dans sa cage habituelle. Il ne l'est pas non plus dans sa nouvelle cage. L'agent stresseur n'a pas induit de phase d'alarme, donc pas d'adrénaline supplémentaire. C'est une situation de non-stress sous l'effet du médicament, comme si l'agent stresseur n'existait pas. Problématique, les effets pharmacologiques des benzodiazépines. Expérience. Les benzodiazépines peuvent avoir de nombreux effets. Pour vérifier deux d'entre eux, effet mieux relaxant et effet sédatif, on injecte à des sujets des doses variables de deux benzodiazépines, le diazépam et le zolpidem. Parenthèse. Un myorelaxant est une substance qui relâche les muscles. Un sédatif est une substance calmante qui agit contre la douleur, l'anxiété, l'insomnie ou qui modère l'activité d'un organe. À noter qu'à haute dose, par exemple, le sujet ne peut pas se déplacer tout seul si l'effet myorelaxant est trop important. On teste donc leur capacité à fléchir la jambe, effet myorelaxant, et leur capacité à se déplacer tout seul, effet sédatif, mais peut-être qu'en même temps, l'effet myorelaxant va avoir un rôle important à jouer, puisqu'on peut noter que plus les muscles sont relâchés, plus la personne aura du mal à se déplacer toute seule. C'est un petit peu ce que l'on cherche à savoir ou à tester. Quels sont les résultats et Quels sont alors ces résultats et comment les interpréter? Donc voici les résultats concernant le score en fonction de la quantité de benzodiazépine injectée. Concernant l'effet myorelaxant, le score augmente lorsque la dose augmente. Concernant l'effet sédatif, le score augmente lorsque la dose diminue. Alors concernant l'effet myorelaxant, à forte dose, le score est élevé. À faible dose, il est faible. Les muscles sont très relâchés à forte dose. Concernant l'effet sédatif, à forte dose, le score est faible. À faible dose, il est fort. Les muscles sont tellement relâchés à forte dose que le sujet peine à se déplacer. Donc ce qui pose un problème concernant l'effet sédatif. Toujours dans l'action des benzodiazépines sur le fonctionnement nerveux, les neurones du système nerveux établissent entre eux des synapses, permettant la communication au sein des réseaux de neurones. On voit sur le schéma donc, le corps cellulaire d'un neurone et même d'un motoneurone. Nous apercevons le noyau du motoneurone, donc qui contient l'information génétique. Nous voyons l'axone, prolongement du corps cellulaire, et nous voyons qu'il y a une micropipette pour une injection de GABA. Et nous avons également la vésicule présynaptique, donc le neurone présynaptique avec ses neurotransmetteurs qui sont prêts à être libérés dans la fente synaptique. L'activité des neurones est modulée par des neurotransmetteurs tels le GABA, acide GABA-aminobutyrique. Et au cours d'une expérience, on étudie l'effet du GABA et des benzodiazépines sur l'activité d'un neurone. On injecte les GABA et les benzodiazépines directement dans la synapse. Donc GABA et benzodiazépines. L'animation nous montre que la micropipette injecte du GABA. Alors ça peut être du GABA tout seul, du GABA benzodiazépine ou benzodiazépine tout seul.
Donc on a injecté notre GABA et les benzodiazépines. Que donne la mesure de l'activité électrique du neurone? L'injection de GABA seul dans la synapse entraîne une hyperpolarisation du corps cellulaire. Hyperpolarisation à l'origine d'une diminution de l'activité du neurone. Donc le GABA produit une hyperpolarisation. Ça, c'était pour l'injection de GABA seul. Maintenant, si on fait une injection de GABA avec des benzodiazépines dans la synapse, eh bien on a une hyperpolarisation qui est encore plus importante concernant le corps cellulaire. Hyperpolarisation à l'origine d'une diminution encore plus importante de l'activité du neurone. Dans ces conditions, les potentiels d'action ne peuvent pas être générés. Donc GABA plus benzodiazépine, l'animation nous montre que l'hyperpolarisation est plus importante lorsque l'on ajoute des benzodiazépines au GABA. Toujours dans l'action des benzodiazépines sur le fonctionnement nerveux, au cours d'une expérience, on mesure le courant électrique transmembranaire à l'intérieur et à l'extérieur d'un neurone en présence de GABA seul et de GABA plus benzodiazépine. Donc on mesure l'ouverture de la protéine canal en absence et en présence de benzodiazépine. On mesure l'intensité du courant entrant d'ion Cl- en fonction du temps, avec le GABA seul d'une part, puis avec le GABA plus les benzodiazépines. On voit donc que lorsque le GABA est seul, il y a l'intensité du courant entrant moins important, donc il y a moins d'ion chlorure qui entre dans la cellule. Donc on a bien mesuré l'intensité du courant entrant d'ion Cl- en fonction du temps. Et les résultats montrent que l'injection précédente de GABA seul entraînait une entrée d'ion Cl- dans le neurone, mais que si l'on ajoute des benzodiazépines au GABA, eh bien, il entre encore plus d'ion Cl- dans le neurone. Donc le GABA seul fait entrer des ions chlorure, mais l'ajout de benzodiazépine amplifie les entrées d'ion chlorure à l'intérieur du neurone, ce qui provoque une hyperpolarisation plus prononcée qu'avec le GABA seul, ce qui réduit encore plus l'activité du neurone. Toujours dans l'action des benzodiazépines sur le fonctionnement nerveux. Essayons de voir la structure de cette protéine canal. Il s'agit de la structure du récepteur GABA et site de fixation des benzodiazépines. Donc le schéma nous montre en orange une molécule de GABA fixée sur son récepteur au niveau d'une sous-unité bêta et une benzodiazépine fixée sur le récepteur également. Donc on voit qu'il y a une sorte de compétition au niveau des récepteurs. Le récepteur GABA, c'est une protéine formant un canal membranaire et lorsque le récepteur interagit avec le GABA, le canal s'ouvre et permet aux ions chlorure de pénétrer à l'intérieur du neurone. Ce processus bloque la production de potentiel d'action par le neurone. L'animation nous montre la position du récepteur sur le neurone post-synaptique et le grossissement de ce récepteur nous montre la structure globale avec 5 sous-unités protéiques et 2 sites de fixation des GABA et des benzodiazépines. Et nous voyons que le Cl-, donc les ions chlorure, pénètrent
de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule dans le cytosome, donc passe à travers la membrane plasmique. Quel est le mode d'action d'une benzodiazépine ou comment amplifie-t-elle l'entrée d'ion Cl- dans le neurone? Nous l'avons déjà compris. Le schéma nous montre le site récepteur du GABA sur la partie gauche du schéma, l'entrée d'ion chlorure, et sur la partie droite du schéma, nous voyons une molécule de GABA qui est fixée en bleu foncé et des molécules de benzodiazépine qui viennent se fixer sur le récepteur en compétition avec les molécules de GABA. Et cette fixation des benzodiazépines permet l'entrée de beaucoup plus d'ion chlorure que s'il y avait le GABA qui agissait seul. Autrement dit, le cytoplasme se retrouve avec un excédent de charge négative, d'où la compréhension de l'hyperpolarisation que nous avons évoquée précédemment. Donc les mouvements d'ions à travers la membrane des neurones impliquent le fonctionnement de protéines canaux qui font entrer ou sortir des ions. On s'intéresse à la protéine canal permettant le transfert d'ion chlorure Cl-. Nous avons vu que les benzodiazépines se fixaient au récepteur GABA, ce qui entraîne une modification du récepteur qui favorisera l'entrée supplémentaire d'ion Cl-, et donc une hyperpolarisation plus prononcée à l'intérieur de la membrane, puisque l'intérieur de la membrane est négatif par rapport à l'extérieur qui est plus positif. Donc l'animation nous montre la présence d'ion Cl- qui pénètre sous l'action du GABA fixé sur le récepteur, et encore plus de Cl- pénètre lorsque le GABA est fixé sur un site de fixation du GABA. La fixation du GABA à son récepteur de la protéine transmembranaire permet l'entrée d'ion Cl- à l'intérieur du neurone, ce qui entraîne une hyperpolarisation, ce que nous avons déjà dit. Nous remontrons la fixation du GABA. Le GABA est fixé sur le site récepteur du GABA. Et davantage d'ions chlorure, des ions chlorure pénètrent à l'intérieur de la membrane, de la cellule. Les benzodiazépines, elles se fixent aussi sur le site récepteur du GABA et amplifient le passage des ions Cl- dans le neurone. Donc l'animation nous montre une molécule verte de benzodiazépine qui vient se fixer sur le récepteur du GABA et qui amplifie l'entrée d'ion Cl-. Donc ce qui augmente encore plus l'hyperpolarisation qui était déjà due au GABA. Conclusion, le GABA réduit l'activité du neurone par déficit de potentiel d'action. Les benzodiazépines la réduisent encore plus, d'où l'effet mieux relaxant et sédatif des benzodiazépines. Problématique toujours, les benzodiazépines. Eh bien, ces benzodiazépines peuvent-elles inverser les effets du stress chronique? Ou bien on pourrait dire également, dans le cas de stress chronique, les benzodiazépines permettent-elles de retrouver un hippocampe normal aux ramifications importantes et donc une réversion du stress chronique? Certains médicaments permettent d'empêcher les effets du stress sur le développement des neurones. Expérience. Des sujets sont soumis à un stress chronique. Après chaque séance, on leur injecte une solution neutre, témoin, ou bien une benzodiazépine. Après 5 semaines, la morphologie des neurones de l'hippocampe est analysée. Rappel, le stress chronique entraîne une réduction de masse de l'hippocampe due à une réduction du nombre de ramifications
de dendrites et qui sont en même temps plus petites, ce que nous avons vu précédemment. Quels résultats et quelles interprétations? Dans une situation normale, le nombre de ramifications des neurones est élevé, permettant ainsi une bonne communication au sein des réseaux neuronaux. Donc nous voyons le nombre de ramifications en fonction du témoin ou de la personne stressée avec de l'adinazolan, une benzodiazépine. Concernant le témoin, on voit que le nombre de ramifications est très important, il approche les 1500. Donc chez un sujet stressé, le nombre de ramifications diminue, comme nous l'avons vu précédemment. Mais sous l'effet de certaines benzodiazépines, la ramification de certains neurones est maintenue, ce que nous montre l'animation, qui nous montre un nombre de ramifications presque équivalent à celui du témoin qui n'est pas stressé. Conclusion, lors d'un stress chronique, certains médicaments, les benzodiazépines par exemple, tout en luttant contre le stress, permettent de conserver les structures neuronales, telles celles de l'hippocampe, par exemple, structures neuronales qui, sous l'effet du stress, ont tendance à régresser. Les benzodiazépines ont-elles des effets secondaires? Alors nous voyons sur le schéma l'ampleur de l'effet en valeur négative, la perception auditive, la vitesse psychomotrice, le temps de réaction, la résolution de problèmes, l'attention et la concentration, la mémoire verbale, l'intelligence globale, la performance motrice et le travail, la mémoire de travail, donc mémoire à court terme. Donc nous voyons que toutes les valeurs sont négatives. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'effet des benzodiazépines sur les performances cognitives de patients traités a été évalué par des chercheurs. Pour chaque fonction cognitive, un effet négatif signifie que le sujet traité réussit moins bien le test qu'un sujet non traité. L'étude a porté sur 30 sujets traités avec des benzodiazépines et 30 sujets non traités. Donc, toujours dans ces benzodiazépines ont-elles des effets secondaires? Nous voyons que les effets sont exacerbés lorsque les benzodiazépines sont prises en parallèle d'autres médicaments ou dans certaines situations particulières, par exemple conduite automobile, grossesse, etc. Donc nous voyons les principaux effets indésirables concernant l'affection du système nerveux, les affections psychiatriques et les chutes. Concernant les affections du système nerveux, les principaux effets indésirables représentent 23%. Il s'agit de la somnolence, donc 5% des 23%, le coma, 4% des 23%, les convulsions et l'amnésie, 2% des 23%, et autres effets indésirables, 11% sur les 23%. Concernant les affections psychiatriques, les principaux effets indésirables représentent 12%, dont 3% ou presque 4% état confusionnel, 2% les hallucinations et 6% autres parmi les 12%. Concernant les chutes, on a 2,6% et l'effet est démultiplié chez les sujets âgés.
Les principaux effets indésirables de patients traités ont été évalués par l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, à partir de données issues de la base nationale de pharmacovigilance recensant tous les cas signalés d'effets indésirables graves. Un effet indésirable est considéré comme grave s'il conduit à une hospitalisation, une malformation congénitale, une invalidité ou un décès. L'ANSM conclut son rapport en précisant que malgré les effets secondaires rapportés, les benzodiazépines bien utilisées constituent des médicaments indispensables dans l'arsenal thérapeutique. Un exemple de notice d'utilisation d'une benzodiazépine est les mises en garde spéciales. Attention danger, ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin. Donc là, on est au niveau 3. Extrait de la notice. Avant le traitement, prévenez votre médecin si vous avez d'autres pathologies ou traitements. Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose. Il y a un risque de dépendance. Il y a des troubles de la mémoire, de l'attention et du comportement, troubles de la somnolence, de la fatigue et des faiblesses musculaires, ainsi que des altérations des fonctions psychomotrices qui peuvent apparaître. Si vous ressentez un effet quelconque indésirable, parlez-en à votre médecin. Problématique, le stress toujours, des pratiques sans médicaments sont-elles efficaces? Le sport, par exemple, est-il un remède contre le stress chronique? Expérience. Le BDNF est un facteur de croissance produit dans le cerveau et impliqué dans le développement des neurones, par exemple dans l'hippocampe. On teste sa production, donc de BDNF, sur des sujets selon 4 catégories. D'abord, première catégorie, des sujets ne sont pas soumis à un stimulus stressant, ce sont les sujets témoins. Deuxième catégorie, des sujets sont soumis à un stimulus stressant, ce sont des sujets stressés. Troisième catégorie, des sujets prennent des antidépresseurs puis sont soumis au stimulus stressant. Et enfin, quatrième catégorie, des sujets ont une activité physique puis sont soumis au stimulus stressant. Donc nous avons le témoin qui sera en blanc, les sujets stressés qui seront en gris, les sujets stressés avec antidépresseurs qui seront en bleu clair, et les sujets stressés faisant une activité physique qui sont en gris, en bleu foncé. On mesure pour chaque catégorie le taux de BDNF dans l'hippocampe de chacun de ces catégories de sujets. Quels sont les résultats? Le témoin est la valeur de référence. 100% est la valeur normale physiologique, permettant un développement normal de l'hippocampe. C'est ce que nous montre l'animation. Les sujets en stress chronique présentent une baisse de leur BDNF et donc une régression du développement des neurones de l'hippocampe, par exemple au niveau des épines dendritiques et des connexions synaptiques.
C'est ce que nous montre l'animation. La flèche rouge met l'accent sur le témoin stressé qui produit moins de BDNF. La prise d'antidépresseurs ou le sport permettent tous les deux de retrouver un taux de BDNF normal, et même supérieur à la normale, et donc de permettre un développement normal de l'hippocampe. C'est ce que nous montre l'animation concernant les sujets stressés traités avec des antidépresseurs ou les sujets stressés pratiquant une activité physique. Où le taux de BDNF dans les deux cas est pratiquement normal. En conclusion, chez certains sujets, le sport régulier peut remplacer un traitement médical, ce qui évite les effets secondaires des médicaments, tels ceux des benzodiazépines par exemple. Toujours dans le stress, des pratiques sans médicaments sont-elles efficaces? La relaxation de type ASMR est-elle un remède contre le stress chronique? ASMR signifie Autonomous Sensory Meridian Response. L'ASMR est une méthode de relaxation en vogue. Elle s'appuie sur des vidéos avec chuchotement, tapotement ou de mouvements doux des mains. Expérience. On dispose de 100 sujets volontaires. 50 ont expérimenté l'ASMR en regardant une vidéo montrant les mains d'une femme réalisant délicatement un pliage minutieux de serviette et expliqué par une voix douce. L'autre moitié est le groupe témoin qui a regardé une vidéo non ASMR correspondant à un cuisinier expliquant une recette sans instruction de voix douce ni mouvement lent et délicat de la main. On mesure la fréquence cardiaque FC avant et après la vidéo des 100 sujets. On mesure également les valeurs négatives. On remarque également que les valeurs négatives indiqueraient une baisse de la fréquence cardiaque. Résultats et interprétation. Donc nous voyons la différence entre la fréquence cardiaque avant et après le visionnement, en battements par minute. Donc dans le cas non ASMR, on voit que la différence est à -2, et dans le cas des sujets ASMR, la différence est entre -3 et -4. Il y a une baisse de la fréquence cardiaque pour le groupe ASMR, ce que l'animation nous montre avec la flèche verte. Conclusion, l'ASMR est une méthode de relaxation efficace pour lutter contre certains paramètres physiologiques impliqués dans le stress, telle la fréquence cardiaque, par exemple, que nous avons mesurée ici. Toujours dans ce stress, donc les pratiques sans médicaments sont-elles efficaces? La thérapie EMDR peut-elle être un remède contre le stress chronique? EMDR signifie Eye pour les yeux, Movement, Desensitization and Reprocessing. La thérapie EMDR utilise une stimulation sensorielle bi-alternée, gauche-droite, qui se pratique par des mouvements oculaires. Le patient suit les doigts du thérapeute qui passe de gauche à droite devant ses yeux. Le processus psychique associé à l'EMDR est un processus conscient. Expérience.
L'évaluation de l'efficacité de la méthode est basée sur la quantification des niveaux de peur. Quels sont les résultats et leur interprétation? Chez les sujets ayant subi une thérapie EMDR, on constate une diminution significative de la peur ressentie par rapport à des sujets ayant subi une thérapie placebo. Donc EMDR avant-après, thérapie placebo avant-après. Si on regarde le niveau de peur en unité arbitraire, en fonction de EMDR ou thérapie placebo, et avant EMDR et après EMDR, et avant placebo, après placebo, on s'aperçoit que le niveau de peur est de 25 à peu près pour la thérapie EMDR, avant la thérapie EMDR, et après la thérapie EMDR, on s'aperçoit que le niveau de peur est pratiquement de 0. Concernant la thérapie placebo, on a avant et après le même niveau de peur de 25 à peu près. Donc l'animation flèche rouge nous montre les différents résultats. Et la flèche verte met l'accent sur le fait que, après la thérapie EMDR, le niveau de peur est beaucoup moins important. Conclusion, la thérapie EMDR est une méthode de thérapie efficace pour lutter contre certains paramètres physiologiques impliqués dans le stress, tel la peur, par exemple. Toujours dans notre problématique de stress concernant les pratiques sans médicaments, sont-elles efficaces? Le yoga peut-il être un remède contre le stress chronique? Le yoga est une discipline du corps et de l'esprit qui comprend une grande variété d'exercices et de techniques. Les techniques employées utilisent des postures physiques, des pratiques respiratoires et de méditation, ainsi que de la relaxation profonde. Expérience, 8 pratiquants de yoga ont suivi une séance de 60 minutes et 11 sujets, témoins, ont suivi à la place une séance de lecture de 60 minutes. On mesure pour chaque sujet les variations de GABA avant et après les séances, quels sont les résultats et comment les interpréter. Donc le schéma nous montre le niveau de GABA en fonction du niveau de GABA avant la séance, niveau de GABA après la séance, niveau de GABA avant la séance, niveau de GABA après la séance. Donc selon que les sujets ont fait du yoga ou pas de yoga, donc ce sont des sujets témoins. Première catégorie, quel est le niveau de GABA concernant les pratiquants de yoga avant la séance et après la séance? Eh bien, avant la séance, les pratiquants de yoga avaient une quantité de GABA de 1, enfin entre 0,4 et 1, et 1 plutôt millimol par kilo. Et après la séance, le niveau de GABA était plutôt entre 0,6 et 1,2, donc une légère augmentation du niveau de GABA entre avant la séance et après la séance. Concernant les sujets témoins, avant la séance et après la séance, le niveau restait le même, c'est-à-dire qu'on était à entre 0,4 et 1,2 à peu près, mais avant et après, c'était la même chose. En revanche, donc on voit bien que pour les pratiquants de yoga, le niveau de GABA a augmenté. Donc ces résultats montrent que le yoga permet d'augmenter la quantité de GABA, contrairement aux lecteurs non yogistes. Or, le GABA diminue l'activité des neurones, ce qui a pour effet d'apaiser les sujets. Donc diminution de l'activité, comme on l'a vu précédemment, lorsque l'on a étudié l'effet du GABA sur certains neurones. Conclusion, par son action apaisante, le yoga contribue à diminuer les effets du stress chronique
Il peut donc être une alternative à la prise de médicaments. Même problématique concernant le stress, donc des pratiques sans médicaments sont-elles efficaces? Nous allons parler de méditation. La méditation peut-elle être un remède contre le stress chronique, notamment la méditation de pleine conscience? Quelques pistes pour mieux comprendre selon le site Mon Équilibre Ulaval. La méditation en pleine conscience consiste à porter attention au moment présent, aux pensées, aux émotions, aux sensations physiques et à l'environnement sans porter de jugement. Il s'agit d'être pleinement en contact avec l'instant présent plutôt que de vivre le passé ou de revivre le passé ou d'anticiper le futur. Elle pourrait vous être utile pour maximiser le bien-être physique et mental, mieux réagir aux événements stressants, améliorer les fonctions cognitives comme l'attention et la concentration, prendre conscience des automatismes et développer une plus grande liberté de choix sur ses actions, en apprendre plus sur nous-mêmes, sur nos façons de penser et de réagir grâce à l'observation sans jugement du moment présent, et développer une plus grande acceptation et bienveillance envers nous-mêmes et les autres. Les effets de la pleine conscience sont étudiés par les scientifiques depuis plusieurs années. Les recherches montrent que la pleine conscience est aussi efficace pour améliorer les symptômes physiques et psychologiques associés à différentes conditions médicales. Par exemple, douleurs chroniques, troubles cardiovasculaires, cancer, diabète, stress, anxiété, dépression. Toutefois, la pleine conscience ne permet pas d'en guérir, mais elle permettrait de mieux gérer la détresse et l'incapacité physique qui y sont associées. Voilà, c'était ce que proposait Mon Équilibre Ulaval. La méditation de pleine conscience pour lutter contre le stress chronique, oui ou non? Voyons l'interview de François Vialat, directeur général de l'Institut PSI et ancien responsable de l'équipe Interface Cerveau-Machine, donc ESPCI à Paris. François Vialat nous dit: la méditation de pleine conscience est bénéfique pour lutter contre le stress et les bénéfices obtenus sont d'autant plus significatifs que l'apprentissage a débuté tôt. Le cerveau des enfants est plus plastique que celui des adultes. Notre organisme est en permanence sollicité par les demandes du monde extérieur. Il doit donc s'adapter à son environnement, ce que l'on appelle allostasie, tout en maintenant son équilibre interne, son bien-être, ce que l'on appelle l'homéostasie. Gérer le stress, c'est équilibrer ces deux contraintes qui sont parfois difficilement conciliables. Cela s'apprend. On observe chez les méditants une amélioration significative de la capacité à gérer le stress, qu'il soit chronique ou aigu. Nous sommes toujours dans le stress. Des pratiques sans médicaments sont-elles efficaces? La méditation peut-elle être un remède contre le stress chronique? Nous venons d'en parler un peu, notamment concernant la méditation de pleine conscience. La méthode MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Expérience.
Effet de la méditation de pleine conscience sur les capacités cognitives et les symptômes du stress, autrement dit, la pleine conscience réduit-elle le stress? 300 patients présentant un stress ou une maladie chronique ont été sélectionnés. Ils ont rempli un questionnaire avant et après le programme MBSR qui a consisté en 8 séances de 2h30 par semaine et une pratique individuelle en dehors des séances. Les chercheurs ont ainsi pu mesurer les différentes facettes de leur état de conscience et différentes capacités cognitives et comportementales. Les données seront chiffrées en unités arbitraires. Quels sont les résultats? Eh bien, voici le résultat. Nous allons présenter 3 colonnes. Donc, première colonne, les paramètres. Deuxième colonne, pré-MBSR. Et post-MBSR, troisième colonne. Autrement dit, avant la pratique MBSR et après la pratique MBSR. Premier paramètre, le degré d'attention. Il passe, alors, je ne dis pas les dixièmes ni les centièmes. Il passe, donc ce degré d'attention, de 25 à 30. Autrement dit, entre 25 et 30, on en gagne plus 5, donc on est plus attentionné après avoir fait une séance MBSR. Agir consciemment, on passe de 22 à 27, donc c'est favorable également. Capacité à ne pas être dans le jugement, de 24 à 29, donc intéressant également. Capacité à ne pas surréagir, de 18 à 23, c'est intéressant. Capacité à prendre de la distance, on passe de 31 à 39, c'est excellent. Autorégulation, donc capacité à ne pas se laisser contrôler par ses émotions ou ses pensées, on passe de 30 à 35. Capacité d'adaptation et de flexibilité par rapport à l'environnement, on passe de 34 à 39, donc c'est très bien. Perception du stress, donc c'est-à-dire on évalue le nombre de situations considérées comme incontrôlables, imprévisibles, accablantes lorsqu'elles sont vécues par le sujet. On passe de 20 à 14. Donc ça, en revanche, ce n'est pas favorable. La thérapie MBSR n'est pas favorable à cette perception du stress. Les symptômes médicaux du stress chronique, analyse de 110 symptômes physiologiques, on passe de 19 à 12. Donc là, c'est pareil. Le MBSR n'est pas favorable, puisque les symptômes médicaux du stress passent de 19 à 12, donc on a une régression. Alors, on pourrait voir également que ça pourrait, concernant la perception du stress et les symptômes médicaux du stress, ne pas trop les percevoir serait peut-être plus favorable, éventuellement. Pourquoi pas? À réfléchir. Donc en conclusion globale, on peut dire que la méditation pleine conscience, notamment, contribue à diminuer les effets du stress chronique au regard des paramètres cités dans le tableau, et donc peut-être une alternative à la prise de médicaments. Donc à noter que la réflexion doit se faire concernant la perception du stress et les symptômes médicaux du stress chronique. Quelles zones du cerveau sont impliquées dans les mécanismes méditatifs? Des zones du cerveau sont impliquées dans les mécanismes méditatifs. Leur activation permet à l'organisme de mieux gérer les situations stressantes. Donc, gestion des situations stressantes par différentes zones du cerveau qui permettent, donc cette gestion des situations stressantes par différentes zones du cerveau permettent la régulation de l'attention, la modification du rapport à soi, la régulation émotionnelle et la conscience du corps.
Donc méditation de pleine conscience, le cerveau et les situations stressantes. On a le cortex singulaire antérieur, le cortex préfrontal dorsal, l'amygdale, le cortex préfrontal ventromédian, le cortex singulaire postérieur, la jonction tempo-pariétale, l'insula et l'hippocampe. Donc je répète, le cortex singulaire antérieur, qui est représenté en vert, le cortex singulaire antérieur permet la régulation de l'attention. Elle se stabilise par le focus mis sur la respiration, un son, un objet, d'où la détente, l'apaisement émotionnel et l'accroissement de la concentration. Concernant le cortex singulaire postérieur, qui est représenté en orange, il permet la modification du rapport à soi. On se libère de réactions naturelles et habituelles, c'est-à-dire qu'il y aura un accroissement de nos capacités de détachement et de recul par rapport aux pensées et aux jugements automatiques. Concernant la jonction temporopariétale, qui est représentée en violet, donc violet foncé, et l'insula, représentée en violet clair, eh bien, jonction tempopariétale et insula permettent la conscience du corps. On observe son fonctionnement sans chercher à le modifier, en position assise, droite et main sur les cuisses, d'où un accroissement du dépistage plus précoce des modifications de l'état émotionnel selon nos modifications corporelles. Passons à l'hippocampe, au cortex préfrontal ventromédian, à l'amygdale et au cortex préfrontal, qui sont tous les quatre représentés en bleu. Et qui permettent la régulation émotionnelle. On accepte la présence de toutes les émotions, même douloureuses, et on peut observer leur évolution sans les alimenter ni les refouler. D'où une tolérance accrue aux émotions négatives, une diminution des sentiments de détresse et de rumination, et d'où aussi le développement des capacités à apprécier les émotions agréables. Ainsi, donc, des zones du cerveau sont impliquées dans les mécanismes méditatifs. Leur activation permet à l'organisme de mieux gérer les situations stressantes. La méditation est donc un remède anti-stress chronique relativement intéressant. Gardons cette problématique concernant le stress, donc des pratiques sans médicaments sont-elles efficaces? L'hypnose contre le stress. L'hypnose est souvent considérée comme une perte de contrôle. C'est toutefois une approche thérapeutique sans danger qui peut aider à mieux gérer le stress quotidien. 3 approches pour comprendre l'hypnose contre le stress. Première approche, l'hypnose, c'est quoi? Deuxième approche, l'hypnose permet-elle de limiter le stress provoqué par de nombreuses situations de la vie quotidienne, par exemple sur des patients sévèrement brûlés et hospitalisés pour des soins très douloureux. Et troisième approche, proposer un protocole d'auto-hypnose et analyser son effet sur le stress. Trois approches pour comprendre, essayons de développer un peu. Premièrement, l'hypnose, c'est quoi? Interview d'Emmanuel Soutrenon, psychologue clinicien hypnothérapeute chez Hypnosia.
Emmanuel Soutrenon nous dit « L'hypnose est un état de conscience, une manière d'être en contact avec le monde et avec soi-même, qu'on qualifie parfois de modifié parce qu'il est différent de l'état de veille ordinaire, du sommeil ou de la simple rêverie. Elle nous permet de réajuster notre niveau de stress en nous reconnectant au moment présent et à nos ressources disponibles. Des études ont montré l'intérêt du recours à l'hypnose dans la prise en charge thérapeutique de problématiques génératrices de stress chronique telles que l'hyperactivité, le perfectionnisme, le manque de confiance en soi ou la difficulté à dire non. Sur le plan cérébral, l'IRMF, donc imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, montre que cet état se caractérise par l'activation simultanée de deux circuits distincts, le circuit de l'attention et le circuit de la détente, d'où ces caractéristiques de l'expérience hypnotique comme la focalisation de l'attention, la sensation de détente mentale, la modification de la perception de l'espace et du temps, les réponses quasi automatiques de l'organisme et l'accroissement de la suggestibilité. Dans cet état, chaque individu reste conscient et actif. Toujours dans ces trois approches pour comprendre, voyons maintenant la deuxième approche. L'hypnose permet-elle de limiter le stress provoqué par de nombreuses situations de la vie quotidienne, par exemple sur des patients sévèrement brûlés et hospitalisés pour des soins très douloureux. Limiter le stress lié aux soins médicaux. Des patients sévèrement brûlés et hospitalisés pour des soins très douloureux sont traités par hypnose ou par d'autres méthodes non médicamenteuses de réduction du stress. Après 12 jours de thérapie, on évalue leur niveau d'anxiété. Donc, nous avons le niveau d'anxiété en unité arbitraire en fonction de avant les soins, pendant les soins, après les soins. Donc en violet, les individus, les sujets sous hypnose, et en bleu, les autres thérapies, par exemple relaxation, respiration profonde, etc. Nous voyons donc avant les soins que le niveau d'anxiété des personnes qui faisaient d'autres thérapies est passé de 0 à 6 pratiquement. Tandis que les individus sous hypnose avaient un niveau d'anxiété de 1,5 à peu près. Donc, évidemment, l'hypnose dans ce cas-là est favorable. Pendant les soins, même principe, niveau d'anxiété élevé pour ceux qui n'ont pas subi d'hypnose mais qui ont subi une autre thérapie, et ceux qui ont subi l'hypnose avaient un niveau d'anxiété en unité arbitraire de 1,5 à peu près. Même principe après les soins, donc niveau d'anxiété avec l'hypnose était très faible et un peu plus élevé après les soins concernant les autres thérapies. Troisièmement, toujours dans ces trois approches pour comprendre, et troisième approche, donc proposer un protocole d'auto-hypnose et analyser son effet sur le stress. Exemple. L'auto-hypnose comme remède au stress des examens. Donc l'auto-hypnose comme remède au stress des examens. L'auto-hypnose se déroule en 4 étapes. Première étape, la phase de la détermination d'objectifs. Deuxième étape, la phase d'induction hypnotique. Troisième étape, la phase du travail inconscient. Donc la phase du travail inconscient. Et quatrième étape, la phase de réveil. Donc protocole proposé d'induction de l'état hypnotique par stimulation sensorielle. Premièrement, observer un point dans le lieu où on se trouve et le fixer intensément pendant 10 secondes. Fermez les yeux.
Se concentrer sur 4 bruits environnants. Se concentrer sur 4 points de contact du corps. Se concentrer sur la température de chaque partie de notre corps. Rouvrir les yeux. Et recommencer les étapes 1 à 6 avec 3 bruits, 3 points d'impact, puis 2 bruits, 2 points d'impact, etc. Voilà, donc c'était une proposition d'un protocole d'auto-hypnose à perfectionner, bien entendu, et à adapter à chaque personne. Problématique, le stress des pratiques sans médicaments sont-elles efficaces? Nous poursuivons notre étude. Nous allons passer à la respiration. La respiration peut-elle être un remède contre le stress chronique? Voyons d'abord la technique de respiration profonde. La respiration profonde consiste en une longue inspiration aussi profonde que possible pour remplir totalement les poumons. Elle est suivie d'une expiration très lente permettant de vider entièrement les poumons. La séance est supervisée par un coach et réalisée à un rythme très lent et contrôlé. Au cours de l'exercice, il faut se focaliser sur sa respiration et les sensations produites dans son corps tout en étant assis confortablement sur sa chaise, les yeux fermés. La fréquence respiratoire doit diminuer au fur et à mesure que la profondeur de la respiration augmente. La respiration pour traiter le stress chronique. Pour tester l'effet d'une respiration relaxante, des chercheurs constituent un groupe de 39 personnes qu'ils séparent en 2 groupes, le groupe contrôle et le groupe suivant la thérapie. La thérapie comprend 20 sessions étalées sur 8 semaines, pendant lesquelles les participants apprennent la technique de respiration profonde. Voyons les résultats de la thérapie. Avant la première session et après 20 sessions, les participants remplissent un questionnaire mesurant leurs sensations positives ou négatives et passent un test évaluant leur capacité d'attention. Leur taux de cortisol salivaire est également analysé. Premier graphe, celui du score des sensations négatives en fonction du avant la première session ou avant la 20e session. Alors, on a en violet le groupe thérapie et en bleu clair pointillé le groupe contrôle. Groupe thérapie, donc le groupe qui a fait la technique de la respiration profonde. Quel est le score des sensations négatives avant la première session pour le groupe thérapie? Il est de 22. On va dire 22 sensations négatives. Quel est le score avant la première session du groupe contrôle? Il est de 19. Donc ça veut dire qu'on a moins de sensations négatives dans le groupe contrôle que dans le groupe thérapie, mais avant la première session. Ensuite, avant la 20e session. Donc les sessions se font et avant la 20e session, eh bien on s'aperçoit que le nombre de pensées négatives ou de sensations négatives dans le groupe thérapie avait basculé à 19. Donc on est passé de 22 à 19. Donc une régression des sensations négatives, ce qui est bénéfique évidemment. Deuxième graphique, c'était le niveau d'attention au cours du test. Eh bien, on s'aperçoit qu'avant la première session, il y avait un certain niveau qui était noté à 28. Alors il y a une petite erreur sur le graphique ici parce qu'il y a 4 fois 28. Mais disons que le niveau d'attention était
assez bas, ou relativement normal, on va dire, que ce soit pour le groupe thérapie ou pour le groupe contrôle. Et avant la 20e session, eh bien, on s'aperçoit que le niveau de contrôle du groupe thérapie était, le niveau d'attention était plus important pour le groupe thérapie. Donc on gagne en attention. Bon. Mais à noter que pour le groupe non thérapie, l'attention a quand même augmenté également. Donc on peut se poser la question pourquoi. Et troisième graphique, donc c'est la concentration salivaire en cortisol. Donc on mesure la quantité de cortisol, on sait qu'il intervient dans le stress. Donc au début de la première session et à la fin de la première session, donc début de la première session, concernant le groupe contrôle, on avait une valeur de presque 6, donc entre 5,5 et 6. Et à la fin de la première session, on avait une baisse légère qui passait à 5,5. Concernant le groupe contrôle, on avait un taux de cortisol plus élevé que le groupe... Non, concernant le groupe thérapie plutôt. On avait un taux de cortisol plus élevé que celui du groupe contrôle. Donc plus élevé, on était entre 6 et 6,5 à peu près. Et à la fin de la première session, le groupe contrôle avait pratiquement la même valeur de cortisol, tandis que le groupe thérapie avait un taux de cortisol supérieur. Donc il était monté à 6,5 alors qu'au départ il était à 6,3 à peu près. Et ensuite, au début de la 20e session et à la fin, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien on remarque que le groupe contrôle avait conservé son taux de cortisol, donc que ce soit au début ou à la fin de la 20e session, donc on était entre 5,5 et 6, tandis que le taux de cortisol du groupe thérapie avait nettement chuté, il était passé de 6,5, de 6 ou 6,5 à 5. Donc on a une chute très nette de la quantité de cortisol. Or, on sait que le cortisol intervient dans le stress, donc ça veut dire que le groupe thérapie, en faisant la technique de la respiration profonde, a réussi à faire diminuer son taux de cortisol. Donc ce qui est relativement intéressant, donc cette technique de respiration profonde est à garder. Alors, petite question que vous pourriez vous amuser à rédiger. Première question, c'est quels sont les effets de la respiration profonde sur les capacités cognitives et comportementales des individus? Donc réaliser une analyse critique des résultats afin de mettre en évidence les éventuels biais d'expérimentation. Et deuxième question, préconiseriez-vous l'utilisation de cette thérapie de respiration profonde pour limiter les effets du stress chronique? Votre réponse devra être détaillée et argumentée. Problématique, le stress, des pratiques sans médicaments sont-elles efficaces? Nous continuons et passons à la nourriture. La nourriture peut-elle être un remède contre le stress chronique? Stress et prise alimentaire chez les humains. La prise alimentaire est contrôlée par une région du cerveau appelée hypothalamus, également impliquée dans la gestion du stress. Vous avez 5 minutes pour répondre si vous le souhaitez. Présentez l'effet du stress sur le comportement alimentaire chez l'homme. Présentez votre exposé sur le support de votre choix, puis sans support. Montrez que le comportement alimentaire change en conditions stressantes. Montrez comment le circuit du stress peut favoriser la prise d'aliments caloriques et leur stockage. Et montrez que ce comportement est variable en fonction des individus. La nourriture peut-elle être un remède contre le stress
chronique. Je vous ai demandé de montrer que le comportement alimentaire change en conditions stressantes. Des sujets sont conviés, donc on fait une expérience stress et préférence alimentaire. Des sujets sont conviés à un test dans une salle isolée. On leur demande de résoudre en 10 minutes des anagrammes et on leur laisse à disposition quelques aliments de valeur énergétique variée en remerciement de leur participation. Les sujets témoins reçoivent des anagrammes dont la solution est évidente. Les sujets tests reçoivent des anagrammes impossibles à résoudre, mimant une situation stressante. À la fin du test, on mesure la masse consommée de chaque aliment. Donc si vous regardez le graphique de la masse moyenne consommée en fonction de l'alimentation, donc raisin, chocolat, cacahuètes et chips, eh bien on s'aperçoit que, alors en bleu foncé ce sont les sujets témoins et en gris ce sont les sujets stressés. Donc on s'aperçoit que les sujets témoins avaient consommé une masse importante de raisin. Et en revanche, les sujets stressés avaient mangé, eux, une masse importante, relativement importante, nous allons dire, de chocolat. En tout cas, il y avait donc très peu de raisins mangés, encore moins de cacahuètes, pas encore moins, mais encore moins de cacahuètes et pas trop de chips non plus. Tandis que les sujets témoins, eux, n'avaient pas mangé de chocolat ni de cacahuètes et très peu de chips. Donc là, on voit bien que entre les individus qui ne sont pas stressés et qui mangent correctement, on va dire, puisque le raisin, c'est un fruit, c'est bon pour l'alimentation. Le chocolat, bon, c'est à réfléchir, mais pas forcément très intéressant si on veut perdre du poids. Donc les sujets stressés ont tendance à manger du chocolat. Voilà. Je vous avais demandé comment le circuit du stress peut favoriser la prise d'aliments caloriques et leur stockage. Stress, alimentation et système de récompense. Le stress psychologique stimulerait le circuit de la récompense du système nerveux central. De même, le cortisol potentialiserait cet effet. Donc, on se place où on est dans une situation stressante, on a des réponses physiologiques, notamment le cortisol qui est élevé. Le cortisol incite à l'augmentation de sécrétion d'hormones, notamment d'insuline, l'insuline qui régule la glycémie, de leptine qui régule la satiété, de neuropeptides qui régulent l'appétit. Le cortisol induit une restriction cognitive, notamment il induit la potentialisation du circuit de la récompense qui demande, entre guillemets, à manger des bonnes choses, c'est-à-dire, par exemple, des cookies. Donc là encore, les situations stressantes incitent à manger plutôt des gourmandises qu'un repas équilibré. Je vous ai demandé de montrer que ce comportement est variable en fonction des individus. Nous ne sommes pas tous égaux devant le stress. On répartit les sujets en deux groupes sur la base de leur taux de cortisol après un stimulus stressant. Il y a les hyperactifs avec un taux de cortisol très élevé et les faiblement réactifs avec un taux de cortisol faible. On mesure alors le nombre moyen de calories consommées par jour. Alors, consommées par jour pour chaque groupe pendant une journée stressante ou une journée témoin. Des études sur
une plus large population montre que 70% des individus augmentent leur prise alimentaire en cas de stress alors que 30% la diminuent. Donc si on regarde la valeur énergétique moyenne consommée en fonction de hyperactif, sujet stressé, hyperactif ou peu réactif, donc deux sujets stressés, enfin deux catégories de sujets stressés, ou alors hyperactif, peu réactif en tant que sujet témoin. Donc là on voit que la valeur énergétique moyenne consommée pour les hyperactifs stressés est très importante puisqu'on atteint 220 calories par snake, donc ils vont au resto. Et pour les peu réactifs stressés, donc ils ne mangent que très peu d'aliments à valeur énergétique moyenne consommée, donc ils en mangent moins. Alors que les sujets témoins hyper réactifs consomment par exemple 180, les autres en consomment à peu près la même chose, donc les peu réactifs, sujets témoins peu réactifs. Donc voilà, donc nous ne sommes pas tous égaux selon notre personnalité. On mange plus ou on mange moins ce que l'on a envie de manger. Mais en général, donc on retient que dans les situations stressantes, on a tendance peut-être à manger un peu n'importe quoi. Peut-être, à réfléchir. Nous restons dans ces pratiques sans médicaments concernant le stress. Donc, ces pratiques sans médicaments sont-elles efficaces? Passons à la déconnexion. La déconnexion peut-elle être un remède contre le stress chronique? Vie connectée et stress chronique. Le numérique a envahi notre vie quotidienne. Smartphone, tablette, email, réseaux sociaux, etc. Vous avez 5 minutes? Alors, prenez 5 minutes pour présenter, pour montrer en tout cas que les outils numériques et l'utilisation de réseaux sociaux peuvent avoir un effet sur l'état de santé des utilisateurs. Proposer des arguments montrant que les outils numériques et les réseaux sociaux peuvent être source de stress pour différentes catégories de la population. Expliquer pourquoi ils sont générateurs d'un stress chronique. Vie connectée et stress chronique. Le numérique a envahi notre vie quotidienne. Smartphone, tablette, email, réseaux sociaux. L'utilisation des outils numériques et des réseaux sociaux peuvent avoir un effet sur l'état de santé. Ils sont source de stress pour certaines catégories de la population. Ils sont générateurs de stress chronique. Niveau de dépendance et de stress en lien avec l'utilisation des réseaux sociaux chez des adolescents suisses. 2 questions ont été posées à 5879 adolescents suisses afin d'évaluer leur perception de leur utilisation des réseaux sociaux. Des questions sont posées. Utiliser les réseaux sociaux me stresse. Qu'ont répondu les adolescents? Eh bien, 5085 ont répondu « Je ne me sens pas stressé ». Et 794 ont répondu « Je me sens stressé ». À la question « Avez-vous l'impression de passer trop de temps sur les réseaux sociaux ?» 3719 adolescents ont dit « Je pense que je ne passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux ». Et 2160 ont répondu « Je pense que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux ».
Stress et gestion des emails professionnels. 50% des personnes interrogées déclarent que la quantité d'emails reçus est hors de contrôle et génère deux sources de stress. La peur de rater une information importante ou la peur de mal faire son travail. Si on regarde le nombre d'emails non lus en fonction des heures de la journée, donc entre 6 heures et 24 heures, on a entre 10 heures, alors entre 4 heures et 24 heures, donc c'est la durée totale, mais la quantité, le nombre d'emails non lus se situe entre 11 heures et 19 heures à peu près. Alors les personnes ont répondu: je gère généralement le courrier électronique tôt le matin, à l'heure du déjeuner et avant de rentrer chez moi. J'ai tendance à déjeuner sur mon bureau si je n'ai pas d'autres possibilités. Les personnes ont répondu aussi: j'ai l'impression d'avoir besoin de traiter les emails immédiatement, sinon je suis sûr de louper quelque chose. D'autres personnes ont dit: si je n'ai pas accès à ma messagerie, je perds le contrôle, comme si quelque chose d'inconnu pouvait arriver avec mon projet. Et d'autres ont répondu: en affaires, il est toujours important d'être à jour. Si, lorsque vous êtes en réunion, vous n'avez pas vu ceci ou cela, vous pouvez être perçu comme mal organisé ou pas à la hauteur. Stress et réseaux sociaux. Les données récentes montrent que les grands usagers du smartphone, des réseaux sociaux également, ont une probabilité plus importante de souffrir de pathologies psychiques comme le stress chronique, l'anxiété, la dépression et l'addiction, notamment les adolescents. Quelques raisons sont évoquées. Première raison, un biais par comparaison sociale défavorable, c'est-à-dire les réseaux sociaux sont un espace de comparaison qui font parfois penser que l'existence est moins plaisante. Deuxième raison, le FOMO, Fear of Missing Out. C'est l'instantanéité de diffusion qui crée une peur de louper quelque chose. Troisième raison invoquée, une perte de temps culpabilisante. Internet et les réseaux sociaux sont un univers infini dans lequel il est facile de se mettre, de se créer une vie virtuelle en espérant qu'elle soit meilleure que la vie réelle. Et enfin, dernière raison, la dépendance au smartphone. 60% des Français ont leur portable 24 heures sur 24, 41% le consultent la nuit et 42% des adolescents se déclarent dévastés à l'idée de l'abandonner une journée. Grand résumé, le stress, l'adaptabilité de l'organisme, le stress aigu, la phase d'alarme, la phase de résistance, le rétrocontrôle négatif et la résilience. J'emprunte ce résumé à la source Belin, qui j'espère acceptera cette présentation, sinon me le dire, me le faire savoir, et je retirerai bien entendu ces résumés qui sont d'une grande valeur. Eh bien, nous voilà à la fin de notre aventure. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur le stress et surtout que vous allez pouvoir vous déstresser, revenir à la résilience. Je vous souhaite un très bon courage pour l'avenir et à très bientôt dans une autre vidéo, sans doute.